Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Barclays? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, dans la description de cette vidéo aussi, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Là, on va parler d'une banque ici, en l'occurrence Barclays. Bon, il ne fait pas bon de parler des banques en ce moment-ci. Tout simplement parce que c'est voilà, le risque généralement et voilà, le risque lié à un investissement dans une compagnie bancaire est généralement sous-estimé. Ok, et c'est visible en date d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe aux États-Unis, dernièrement en Suisse et avec quelques. Enfin, on parle également ici de Deutsche Bank. Mais Deutsche Bank n'allait pas déjà bien depuis très très longtemps. Maintenant, Barclays, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, c'est une compagnie pareille, d'accord? Je vais regarder les revenus et quand je l'analyse quantitativement, parce qu'à la fin de la journée, c'est le bilan financier qui va donner le dernier mot. Ok, donc la qualité de ce bilan-là. Et comme je l'ai dit, dans ce genre de compagnie, il faut absolument avoir confiance au management. Tout simplement parce que la gestion du risque ici, d'accord, ça peut être c'est un élément quantitatif, mais c'est également un élément qualitatif. Quand il y a déjà une mauvaise culture d'entreprise, on aura tendance ici à vous ressortir les bons chiffres alors que derrière c'est totalement pourri. Et parfois, même si vous utilisez le meilleur, voilà, les meilleurs ratios possibles ici, il y a toujours une zone d'ombre. N'oubliez jamais ça. Dans les banques, il y a toujours une zone d'ombre. OK? So, ici, on aime bien aller regarder les banques ici qui ont en termes, quand vous regardez les chiffres ici, il y a une certaine culture, il y a une certaine stabilité, etc. Donc c'est ce qu'on recherche avant tout et on essaie de payer cette stabilité-là à un prix qui n'implique pas voilà, une croissance excessive. Donc quand je vais regarder cette compagnie ici du point de vue revenu, ici on a plutôt, voilà, on a des revenus à peu près stables. On peut voir ici que c'est une entreprise, voilà, en 2008, comme toutes les entreprises bancaires, ici, je pense qu'elle a à peu près souffert. Donc ici également, on peut voir une décroissance des revenus. Bon, ça c'est 2008, faut pas, donc de 2008 à peu près 2011, on a une croissance des revenus. Pourquoi? Et de 2011 à aujourd'hui, on a plutôt une décroissance des revenus. Ok, donc pourquoi est-ce que c'est le cas? Ça ne veut pas dire que parce qu'on a une décroissance des revenus, les bénéfices nets ne sont pas stables. Parce qu'ici, ce sont les bénéfices nets qui vont nous intéresser. Ok, donc quand on va regarder ces bénéfices nets-là, ils ont l'air ici, voilà, quand on prend les revenus et les bénéfices nets, vous voyez ici que voilà, on a des bons revenus ici, mais à partir de cette période-ci, les bénéfices nets sont à peu près décroissants. Pourquoi est-ce qu'on a perdu de l'argent ces années-ci? C'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-ci? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pris un risque trop élevé dans X ou Y secteur? Ce sont les questions qu'on devrait se poser. Parce que ça pourrait revenir. Et c'est également, n'oubliez pas que les banques européennes sont très spécialisées dans les produits dérivés. Et les produits dérivés, généralement, ce sont des boîtes noires. Donc, par exemple, prenons l'exemple de Barclays. Barclays comment dire ça, a des positions au niveau des produits dérivés de l'ordre de près de 52 trillions. Oui, 52 trillions, donc c'est 52 000 milliards. D'accord, de livres ou de dollars, je ne sais même pas, je pense que c'est en livres sterling. 52 000 milliards. Ça ne veut pas dire ici qu'elle a mis 52 000 milliards ici à risque, ça n'a pas de sens, ok? Ce sont des positions généralement sur une longue durée de temps, ça peut être sur des couvertures sur des taux d'intérêt ou des choses comme ça, ok? Donc à ce niveau-là, c'est ce que moi j'appelle généralement la boîte noire. Pourquoi? Parce que il est très difficile d'appréhender le risque à ce niveau-là. Il faut vraiment que l'entreprise ait comment on peut ça, et même ça ne suffit même pas parce qu'à la fin de la journée, ça reste toujours assez subjectif. Il faut qu'elle ait une culture ici de bonne gestion au niveau ici de ses produits dérivés. Ok? Donc maintenant, si vous allez me poser la question, mais comment est-ce que je peux le savoir? Franchement, c'est là où je vous pose là, c'est là où je vous dis en fait qu'il faut faire absolument, il faut avoir une confiance élevée au management. D'accord? Donc privilégiez ici le management qui vous dit les yeux dans les yeux que nous, on ne va pas bien. D'accord? Si vous avez toujours un management qui vous donne toujours les bonnes informations, faites attention parce que dans ce secteur-là, c'est très rare que ça se passe toujours bien. OK? Même quand tout va bien ici, il faut toujours que le management vous dise attention, ça va, mais il y a toujours des risques ici. Donc maintenant, je ne connais pas le management ici de Barclays, mais sur une compagnie bancaire, le management est déterminant. D'accord? Et à partir de ce management-là, vous pouvez à peu près vous poser des questions par rapport à la culture d'entreprise en elle-même. OK? Donc, si on se limite juste aux éléments quantitatifs ici, d'accord, n'ayez pas peur, d'accord. Il y a toujours un risque d'investissement dans n'importe quelle entité. Pour les compagnies bancaires, je vous ai dit ici que voilà, sur les ratios ici sont faciles à appréhender, mais à la fin de la journée, vous devez aller questionner le bilan financier. Ok? Quand je dis questionner le bilan financier, vous savez que généralement les banques
c'est surtout c'est la différence entre l'actif et le passif qui fait la valeur de l'actionnaire, qui fait la valeur de la compagnie ici. D'accord, la possibilité de l'entreprise légèrement à augmenter son tangible book value per share. Donc je ne passe pas par le core tier 1 ratio, etc. Voilà, vous allez voir qu'il est légèrement supérieur à 10% ici. Donc pourcentage des actifs liquides ici par rapport au total des actifs, oui, c'est bon. Mais c'est pas parce qu'on respecte cette situation-là qu'on va forcément gagner de l'argent. Enfin, qu'on ne va pas faire faillite ou bien qu'on n'aura pas un danger devant nous. Donc, je vous ai dit que les entreprises bancaires ici font face à plusieurs risques ici. OK, donc on avait cité le risque de taux d'intérêt ici, le risque de liquidité, d'accord, donc entre autres, parce qu'il y en a, il y en a également d'autres. Il faut faire attention ici. Donc, la situation de SVB, il ne faut pas la transposer à Barclays, parce que ils font peut-être pas la même chose de la même façon. OK, donc ici, quand on va regarder les tangible book value per share, j'aime vraiment les entreprises qui augmentent ce tangible book value per share année après année. Donc, actif tangible net par action doit augmenter année après année. Et encore, il a besoin ici d'ajustement parce que dans les rapports financiers de cette compagnie-ci, le tangible book value per share est estimé à 2,95 livres sterling. OK, ici c'est 3,79, je ne sais pas où ils sortent cette information-là, mais quand on lit les rapports financiers ici, donc vous allez trouver le 2,85. Donc, par exemple, si je tape ici tangible book value, ça va nous ramener à ces niveaux-là. Donc, croyez-moi, c'est 2,95. C'est ce qui a été marqué à ce niveau-ci. Donc, quand on dit tangible book value, c'est le 2,95. OK, on monte un tout petit peu ici. Je vais aller voir, c'est le bilan financier ici qui m'intéresse. Dans le book value, comment on appelle ça encore, le balance sheet ici. Quand on va aller regarder les balance sheets ici, vous allez voir ici que, bon, au niveau du bilan, qu'est-ce qui constitue ce bilan-là? C'est à partir de là que vous allez aller ligne par ligne afin d'aller voir les constituants de ce bilan financier-là. Donc, quand on regarde ici, où est-ce que le bilan se situe? On va regarder à ces niveaux-ci. Donnez-moi juste un instant. Je vous donne juste les grandes lignes. Hein. Ce n'est pas comme si je vais y rentrer dans les détails de quoi que ce soit parce que pour lire un bilan financier du compagnie bancaire, comme je vous l'ai dit, il faut bien manger le matin. OK? Donc, on descend, on monte. C'est pas que je n'ai pas bien mangé le matin, mais ça ne me... Voilà, c'est pas le moment de le faire. Ça ne va pas prendre 2 minutes non plus. Donc, on monte, on monte, on monte. OK, où est-ce que ça se situe? Je cherche le bilan financier. Donnez-moi juste un instant. Tac, tac. OK. Vous allez voir ici qu'on a les actifs tangibles net par action de 2,95 pence ici. OK, donc c'est 2,95 livres ici. D'accord, on va le dire comme ça, 295 pence, donc 2,95 livres au total. Donc vous voyez ici qu'il y a une certaine évolution depuis à peu près 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ça monte, c'est bien. Le nombre d'actions également diminue, tend à diminuer. Une entreprise qui gagne de l'argent ici, tant qu'il y a des bénéfices nets ici, d'accord, normalement, le tangible book value devrait augmenter. Et également, voilà, si elle est sous-évaluée, elle devrait racheter ses actions, distribuer un dividende, etc. Je vous épargne le blablabla derrière. Donc, vous pouvez voir ici au niveau des actifs. Quand j'arrive ici, ce qui m'intéresse avant tout, je regarde le cash ici, je dis OK, le cash, on va vérifier si c'est du cash réel. D'accord? Donc, je sais que je vais cliquer sur, je fais ça, copier, find, coller. D'accord? Ça me donne combien d'occurrences par rapport à l'élément cash and balance sheet at Central Bank. Donc, on va juste cliquer, je fais la recherche ici. Qu'est-ce que ça me donne comme information? Je vais d'abord fermer ça, coller. Est-ce que ça me donne quelque chose? Donc, j'ai 5 occurrences, ou 6 même. OK? Il y en a une. La deuxième, c'est là. Donc, je vais lire. Donc, ça a augmenté de 18 milliards. Pour quelle raison? On dit driven by strong growth at customer deposit, etc. Donc, également, asset at fair value true, order comprehensive and income. Bref, voilà. On a 16 occurrences, donc c'est juste vous montrer qu'il faut aller ligne par ligne, histoire d'aller lire à peu près qu'est-ce qu'on raconte dessus. OK? C'est important. En supplément de ça, vous allez voir des éléments comme, quand je regarde ici, je prends vraiment les gros éléments et surtout, faites attention quand vous voyez la note. Quand vous voyez ici, par exemple, Loan and Advance at Amortized Cost, note 19. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je regarde ici, note 14, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout Derivative Instrument. D'accord? Note 14, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais ligne par ligne. Donc, je peux déjà voir ici que cette compagnie-ci, aussi qu'on a des produits dérivés, etc. Maintenant, à moi d'aller voir ici, OK, au niveau des produits dérivés, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que j'ai confiance au management, etc. Parce qu'il suffit juste d'une toute petite erreur ici qui pourrait nous faire perdre à peu près, voilà, disons, simple, hein. Si on a une toute petite erreur ici disons, qui nous fait perdre, ne serait-ce que les 10% de ce montant-ci, vous savez que le tangible book value disparaît complètement. Complètement. OK? Donc, faites attention ici. Et ça, c'est juste quelque chose vite fait comme ça.
OK? Parce qu'en réalité, ce genre de choses-là, voilà, il faudrait aller, comme je l'ai dit, on va ligne par ligne, on lit, si on comprend quelque chose dessus, voilà, on continue. Si on ne comprend rien, comme je l'ai dit, passer à autre chose. Mais analyser une compagnie bancaire, les grandes lignes, c'est pas difficile. Pour vous dire la vérité, c'est vraiment pas difficile. OK? Donc, il y a des éléments quantitatifs, il y a des éléments qualitatifs, et au-dessus de tout cela, il faut avoir confiance au management, comme dans toute chose, mais encore plus sur les compagnies bancaires. Sur une compagnie comme Coca-Cola, encore, si on a un management nul, l'entreprise peut s'en sortir. Mais si on a un management nul sur une compagnie bancaire, ah non, là, vous mettez vos capitales à risque. OK? Donc, c'est à peu près ce genre de choses qu'on verra sur la formation thématique ici qui sera disponible au courant du mois d'avril. Et je rappelle que c'est toujours en promotion en date d'aujourd'hui. Comment analyser une compagnie bancaire? Comment lire un rapport financier en général? Je ne parle pas des états financiers, je parle du rapport financier en général. Comment analyser une compagnie bancaire? Qu'est-ce qu'il faut aller regarder? D'accord? Ce sont les questions qu'on va se poser. D'accord? Parce que je suis sûr et certain qu'on n'analyse pas une compagnie bancaire comme on analyse par exemple une compagnie comme Casino ou bien LVMH. Ce n'est pas la même chose. D'accord? C'est pas la même chose. C'est pour ça que moi, je préfère faire des formations thématiques. D'accord? Donc, présentement, on a une promotion jusqu'au 31 du mois de mars. OK? Pour les 116 places restantes. Et le 31 du mois de mars, c'est dans 5 jours. D'accord? Vous ne paierez pas plus que ce qui est affiché ici et vous aurez exercé le prix du service Top Premium ici qui vous donne déjà droit à, voilà, vous pouvez demander des analyses quantitatives. OK, Thierry, est-ce que tu peux analyser telle compagnie de manière quantitative? Et j'insiste sur le terme quantitatif. C'est très important pour moi. Je n'appelle pas ça analyse fondamentale, j'appelle ça du quantitatif. OK? Parce que le fondamental ici, c'est également faire parler les chiffres, c'est-à-dire lire les rapports financiers. OK? Donc, également, chaque mois, je vous présente 2 entreprises qui sont sous-évaluées selon moi, avec de notes d'analyse, donc c'est-à-dire que je lis les rapports financiers et je vous présente à peu près ce que moi j'ai vu par rapport à ces compagnies-là. D'accord? C'est une petite note. Juste une petite page ici. Je pense qu'on a déjà eu à faire les notes d'analyse ici sur plusieurs compagnies. Je pense que vous êtes déjà au courant par rapport à ça. Et en même temps, on fait les notes de suivi des entreprises qu'on a déjà mentionnées précédemment. Je ne vous promets aucun rendement. OK? Faites attention. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez ma note d'analyse, OK? Challengez là. Allez lire vos rapports financiers, posez les bonnes questions. Parce qu'à la fin de la journée, si vous choisissez d'investir sur les entreprises qu'on vous a proposées ici, d'accord, c'est parce que vous avez confiance en ces entreprises-là. Faites attention. La nuance est très, très importante. OK? Donc, ici, par exemple, je peux peut-être ressortir un élément que vous n'avez peut-être pas vu ou bien qui pourrait susciter de l'intérêt en vous. OK? Donc, on revient ici au niveau de Barclays. Comment est-ce que je vais l'évaluer? Simple. Je vais regarder l'évolution des tangible book value per share. Et ici, je vois cette évolution, on est à peu près à 2,95. On va le dire comme ça. OK? D'habitude, le marché paye combien en moyenne pour les tangible book value per share? Hormis le fait d'aller regarder le return on equity, etc., vous allez voir que, par exemple, si on prend le return on equity, ici, normalement, on devrait prendre le return on tangible equity. Parce que quand on prend le return on equity ici, il est basé essentiellement sur le book value. Et le book value, pour moi, ce n'est pas une bonne appréciation ici de l'état du bilan. Enfin, c'est pas une bonne appréciation ici pour moi par rapport à l'évaluation du manque. Donc, il faudra plutôt avoir un ratio return on tangible book value. Généralement, ou bien on tangible equity. Généralement, les banques ici, dans les rapports financiers, on vous donne cette information-là. Donc, c'est plus élevé que ça ici. Donc, faites attention. OK? Donc, si on devait évaluer ici, généralement, le marché paye combien de fois les bénéfices, les actifs tangibles net par action pour cette compagnie ici? D'accord? On va se dire ici que sur les 20 dernières années, il y a des gens qui ont payé 4 fois les actifs tangibles par action. Ça n'a pas de sens. OK? En moyenne, je ne paye pas plus d'une fois les actifs tangibles par action. Et encore, il faut qu'ils aient tendance à croître. Et ici, on voit déjà qu'on n'a pas une tendance à la croissance ici. En tout cas, sur les 10 dernières années, voilà, ça a été plutôt stable. C'est plutôt, voilà, depuis 2020 qu'on essaye de monter un tout petit peu ici. Mais encore, c'est à questionner. Donc ici, sur les 10 dernières années, vous constatez quoi? Le marché paye en moyenne 0,6 fois les tangible book value. Sur les 5 dernières années, il paie à peu près 0,5 fois. Donc, ça diminue de plus en plus. Et ça doit vous dire une chose. Ça ne veut pas dire que, c'est sous-évalué. Généralement, on devrait payer une fois. Non, 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 non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce bilan-là qui inquiète les marchés. Ça ne veut pas dire qu'ils auront forcément raison, mais vous n'allez pas arriver ici en étant prétentieux, en vous disant que, oui, non, l'entreprise devait s'échanger à une fois les book value ici. Non, je l'achète. Non, 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 non. Questionnez le book value ici. Et vous allez peut-être voir ici, peut-être que les positions au niveau des dérivés ici inquiètent les marchés. Donc, ils se disent que, bon, cette entreprise ici, le marché refuse de payer 10 fois, 0,6 fois plus. On ne paye pas plus de 0,6 fois le book value ici. OK? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si c'est le cas, si vous ne payez pas 0,5 fois, si on ne paye pas 0,6 fois, si on ne paye pas plus de 0,6 fois les book value ici, donc
On ne paye pas plus de 60% de book value. Sur les 5 dernières années, c'est 0,5 fois. Admettons même qu'on est trop pessimiste, on dit 0,5 fois. C'est-à-dire que sur le 2,95 ici, ça représente 50% de book value ici, 0,5 fois. Divisé par 2, ça donne ici au total 1,47 livres sterling. Donc techniquement, cette entreprise serait correctement évaluée ici. Si on prend en considération ici le price to tangible book value moyen que le marché paye sur les 5 dernières années. Maintenant, si le marché a tort de payer un tangible book value ici aux alentours de 1,5 fois, aux alentours de 50% ici du tangible book value, voilà, peut-être qu'on pourrait avoir une opportunité d'investissement, mais est-ce qu'on peut judicieusement se dire cela? Je dirais non. Moi, déjà, ce qui m'intéresse, c'est de l'acheter à un prix qui n'est pas élevé par rapport au tangible book value. Que ce soit 1 ou inférieur à 1, tant que le marché paye généralement une certaine moyenne en dessous du prix que je vais payer, supérieur au prix que je vais payer ici aujourd'hui, moi, ça m'arrange. OK, maintenant, à moi de voir si j'accepte de prendre ce risque d'investissement-là. Également, sur les compagnies bancaires, vous allez voir que si une compagnie bancaire gagne de l'argent, par exemple, ici, on a des net income positifs. J'aimerais voir une compagnie bancaire, voilà, parce qu'elles ont l'habitude ici de s'échanger à des PER qui sont très peu élevés. Donc, elles devraient racheter massivement ces actions. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez une entreprise ici qui rachète massivement ses actions? Ici, quand on regarde ici l'évolution du nombre d'actions ici, c'est plutôt stable. Comment est-ce que vous pouvez gagner autant d'argent? Vous n'achetez pas massivement vos actions. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Ok, vous distribuez un dividende, donc c'est-à-dire que le dividende, en réalité, il doit être stable ou croissant dans le temps, vu qu'on gagne à peu près en moyenne 1 milliard par là, ok, 1 milliard, 1 milliard 500 par là. Est-ce que ce dividende en lui-même, il a l'habitude d'être stable? Là aussi, c'est questionnable. Bon, disons, prenons les 10 dernières années. Vous voyez ici que ce n'est pas trop ça. OK? Donc, il faut faire attention. Ça doit déjà vous mettre la puce à l'oreille. Normalement, une entreprise bien gérée ne doit pas avoir ce genre de zigzag. Et quand je dis bien gérée, je parle des banques. Hein. Faites attention. Moi, je pourrais cautionner cela ceci pour une autre entreprise. Mais sur les bancaires ici, vu que c'est la gestion du risque, donc techniquement, si vous versez déjà 0,07 pence ici, enfin, on va le dire comme ça, par action, ou bien 0,07 dollars ici par action, c'est pas en dollars, c'est pour faire simple. Faites attention à ne pas le réduire également. Ça donne ici une information qui n'est pas bonne, surtout que vous êtes dans un business où il faut apprendre à gérer le risque. OK? Donc, faites attention. Maintenant, est-ce que Barclays est sous-évalué, surévalué? Personnellement, je dirais qu'elle est correctement évaluée si on prend les éléments quantitatifs. Donc, questionner la qualité du bilan financier. D'accord? Questionner cette qualité-là, questionner la qualité du management. OK? Donc, c'est un travail qui incombe à quelqu'un qui serait intéressé par Barclays. Est-ce que c'est une compagnie qui m'intéresse personnellement? Non. Vous savez que je n'investis pas dans les compagnies bancaires en général. OK? Donc, ce n'est pas parce que je ne les comprends pas, non, c'est juste parce que je choisis de ne pas le faire. Ça ne me dérange pas du tout. Je pense qu'il y a des entreprises ici de qualité, de bien meilleure qualité, d'accord, plus facile à comprendre et qui pourraient, voilà, représenter de bien meilleures opportunités. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, Barclays ici est correctement évalué en prenant en considération les éléments quantitatifs actuels. Et je rappelle qu'il faut toujours questionner le book value. Et si vous voulez apprendre à questionner le book value, rejoignez-nous dans la formation comment analyser une banque, ok, comment lire un rapport financier, ok. Je rappelle que les places sont toujours ouvertes ici jusqu'au 31 du mois de mars, en tout cas en prix promotionnel. Donc vous ne payez pas plus que le service Top Premium ici. Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.